Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du second tome de la saga Les Éveilleurs de Pauline Alphen paru chez Le Livre de Poche. Je continuerai avec un second tome également avec L'Écorché, le second tome de la saga Le Chuchoteur de Donato Carisi paru ici chez Calman Levy. Je continuerai avec L'Architective de Mel Andoris paru chez Castelmore et je terminerai avec Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins paru chez PKJ. Allez, on commence tout de suite avec ce tome 2. J'avais lu le premier tome des Éveilleurs il y a une éternité, mais vraiment une éternité. Je me souvenais assez bien de la fin, mais je me souvenais aussi que c'était une saga qui prenait son temps. Nous allons suivre ici un univers de fantasy où nous suivons des jumeaux, une fille et un garçon qui vivent tranquillement dans leur domaine. Leur père est le duc, ils gouvernent un petit peu comme ça avec parcimonie, gentillesse, etc. Et le garçon, qui s'appelle Jade, a d'étranges manifestations, voit d'étranges choses, a d'étranges pouvoirs. Il est aussi très renfermé sur lui-même, très timide, même maladif, hein, voilà, il est très faible. Du coup, c'est sa sœur, Clary, qui fait un petit peu tout ce que le garçon de la famille devrait faire. C'est elle qui apprend à se battre, c'est elle qui grimpe aux arbres. Voilà, et ils ont une relation un petit peu particulière. Et dans le tome 1, on nous présentait voilà, ces gens, avec tous les autres personnages qui gravitaient autour d'eux, jusqu'à la fin où il y avait un événement assez particulier. Nous sommes dans la suite directe du tome 1 et on reparle un petit peu de cet événement particulier et des conséquences qu'il a eu sur tous les personnages. Donc si vous voulez, ce roman, on revient sur un panel impressionnant de personnages et on voit un petit peu leur évolution. Comme le tome 1, c'est très très lent, il ne se passe pas grand chose et c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que le destin de certains personnages, on ne sait pas trop où ils sont, on ne sait pas trop ce qui leur arrive, on reste dans le flou, on reste dans le mystère et cela a quasiment tout le livre. J'ai pas forcément pris de plaisir à lire ce livre, il a traîné en longueur, c'était impressionnant quoi, regardez, il est tout petit hein, pourtant, hein. Il fait 350 pages mais c'est pas écrit très gros déjà, et puis comme il n'y a pas d'action, et ben ça se traîne en longueur, ça se traîne, j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à la fin. C'était pas désagréable en soi, hein, mais c'était long, c'était terriblement long. Alors j'ai le tome 3 et le tome 4 dans ma palle, donc je les lirai, mais c'est vrai que un tome comme ça où on se pose beaucoup de questions, où il y a beaucoup de réflexions, sur la place de chacun, ça me donne pas forcément envie de connaître la suite parce que je me dis que si je dois encore lire un tome comme ça où il ne se passe rien, ça risque de me dégoûter un petit peu. Mais bon, je savais très bien que dans cette saga il n'y avait pas beaucoup d'action, que c'était très lent, puisque c'est Pauline de la chaîne Patatras qui en dit que des éloges de cette saga. Et j'avais bien aimé le premier tome, mais c'est vrai que là le second tome il plombe un petit peu la saga. On continue avec L'Écorché. Alors pour cette saga nous retrouvons Mila Vasquez qui est inspectrice, enfin je ne sais pas son grade, hein. Bref, elle travaille au limbe, c'est-à-dire qu'elle travaille à retrouver les personnes disparues. Enfin, son boulot c'est plutôt d'essayer de retrouver les personnes disparues, mais c'est compliqué, voilà, on n'appelle pas ça les limbes pour rien, hein. C'est que les personnes disparaissent et puis on ne les revoit plus. Ça se passe 7 ans après Le Chuchoteur, et j'avais entendu que ce second tome était pas terrible, il était bien moins bon que Le Chuchoteur et que les autres, qu'on pouvait peut-être faire même l'impasse. Moi je veux les lire dans l'ordre, donc j'ai lu L'Écorché. En effet, c'est pas le plus palpitant. On est sur une enquête où des disparus
depuis de longues dates refont surface, et ils refont surface parce qu'ils tuent des gens. Voilà, ils reviennent, ils sont en tant que meurtriers et on se rend compte que leur ADN, ce sont l'ADN de personnes qui ont disparu depuis plus de 20 ans, etc. Donc l'enquête était sympa, mais c'est vrai qu'on est toujours en rapport avec le chuchoteur et on a l'impression qu'en fait c'était juste une transition entre le tome 1 et peut-être la suite. Donc c'est un peu particulier. C'est une enquête en soi, mais une enquête qui a un rapport avec le chuchoteur. Donc on a un goût d'inachevé en fait avec ce livre. Finalement on se dit ouais bah l'enquête était là, on a à peu près sa résolution, mais il y a quand même ce truc qui reste, cette ouverture, et ça me laisse un goût de ah ouais, on est juste dans un tome de transition quoi au final. C'était juste une histoire qu'on nous racontait pour nous orienter vers une autre. Donc ça me laisse un petit goût d'inachevé hein, cette lecture. Après il était pas moins bon, il était plus lent aussi. Hein, l'enquête n'était pas non plus palpitante. Mais bon, j'ai pas passé un mauvais moment parce que Donato Carisi arrive quand même à nous happer et le livre est assez addictif, hein, ça se lit vite. Mais je vous dis, je reste sur ma faim pour la suite. Bon, maintenant, après avoir parlé de lecture un peu bof, un peu mitigée, on va parler de l'Architective que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Summaries Books. C'est une lecture qu'on a faite en e-book. Moi, je me l'étais procurée lors d'une opération, d'une grosse OP de Brajlon. J'avais lu Le Passager de Mélan Doris et je m'étais un petit peu perdue dans Le Passager. Donc j'avais un peu peur de l'Architective en me disant les deux histoires se regroupent à un moment ou à un autre, puisque aux Imaginales j'avais eu la chance d'assister à un apéro avec Mélan Doris qui nous a un petit peu parlé de ses projets et elle nous avait dit que Le Passager et l'Architective se regroupaient à un moment ou à un autre. Donc je me suis dit oula, j'ai pas forcément adhéré au Passager, peut-être que je veux pas adhérer à l'Architective. Et en fait ça a été tout le contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'Architective, c'est super rythmé, c'est hyper agréable, c'est une histoire qui est simple, et encore, mais qui marche, ça marche totalement avec moi. Nous y suivons un jeune garçon, vous m'excusez, j'ai oublié son nom comme d'habitude, hein, qui a un pouvoir qui est architectif, c'est-à-dire qu'il peut lire l'âme des maisons, des immeubles, des églises, des bâtiments. Hein. Voilà, il va à un endroit et il peut remonter le temps, voir ce qui s'est passé. Bref, c'est un pouvoir hyper cool. Sa mère utilise un petit peu ce garçon pour se faire de l'argent. Enfin, on le mandate pour aller récupérer un testament dans une vieille maison, voilà, savoir où ce testament est caché. Et à partir de là, et pour cette mission-là, il va tomber dans une manigance un peu spéciale. Il va se retrouver impliqué avec une société secrète. Bref, je ne vous dis rien, mais c'était hyper haletant. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup comment le pouvoir est développé, j'aime beaucoup comment il est décrit. C'est très visuel. Là, pour le coup, j'ai réussi à comprendre comment ça marchait, alors que le Passager, pas du tout. J'ai beaucoup aimé, et puis il y a un petit côté Da Vinci Code. Voilà, j'en ai parlé avec Marilyn, elle a été d'accord avec moi. Au début je me suis dit, bon, mon histoire, si je lui en parle, elle va trouver ça bizarre que je relis ce livre à Da Vinci Code. Mais on est dans une histoire où on va rechercher des reliques, où on va aller découvrir les secrets d'églises, de monuments. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, avec cette course-poursuite folle, avec cette société secrète qu'ils ont dans le dos. Bref, j'ai passé un super moment parce que ça va très vite, on court partout, on s'interroge, on visite des lieux, c'est très bien fait et c'est très agréable et ça va vite et c'est ce que je demandais à ce moment-là parce que entre les lectures qui sont assez lentes, j'avais besoin d'un truc qui punch et c'est ce que j'ai trouvé grâce à l'Architective. On termine avec Hunger Games.
Vous avez dû le voir passer de partout, c'est quand même la sortie importante pour tous ceux qui ont aimé Hunger Games, qui ont redécouvert la lecture avec Hunger Games. Moi je me suis pas achetée dessus. Je suis passée à la Fnac, je l'ai vu en rayon, forcément, il était en tête de gondole. Je me suis dit allez, je le prends. Je sais que Hunger Games, je les ai bouffés à l'époque. J'avais tellement adoré, je me suis dit bon, ok, c'est sur le président Snow, je le déteste, mais ça peut être intéressant de replonger dans cet univers. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Je l'ai choisi pour le week-end à 1000 et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en 2 jours et demi, hein, voilà, le temps du week-end à 1000. Je me le suis bouffé, il fait 600 pages, donc c'est quand même une belle brique, mais j'ai adoré replonger dans les Hunger Games. On se retrouve pendant la jeunesse du président Snow, hein, il n'est pas encore président. Il s'appelle Coriolanus. Ça m'a beaucoup gênée pendant cette lecture. Coriolanus. Voilà. Coriolanus Snow. Il a quel âge? 17 ans, quelque chose comme ça. Il finit ses études là au Capitole. Et ce sont les 10e jeux des Hunger Games. Et le Capitole a décidé d'intégrer la notion des menteurs. Donc ce sera la première année où les candidats auront des menteurs. Et ces menteurs seront choisis parmi les étudiants auxquels appartient Coriolanus Snow. Donc Snow va devenir un menteur. Il se retrouve affublé de la candidate la moins propice à gagner, c'est-à-dire une jeune fille déjà, hein, voilà, clairement, les filles ont déjà moins de chance, du district 12, donc un petit peu le rebut de la société, et donc on va assister à des Hunger Games avec cette jeune fille, avec les autres tribus aussi, et Snow en menteur. Et c'était vachement bien. Alors on a 3 stades dans ce livre, 3 étapes, 3 parties. Première et seconde partie hyper intéressante, hyper haletante. Troisième partie un peu plus molle, un petit peu moins intéressante, mais c'est là que se révèle tout le caractère de Snow et tout ce qui va nous faire dire que c'est un bel enfoiré, hein. Parce que franchement, j'ai commencé ce livre en me disant hey, il est sympa, bon ok, il a de l'ambition, bah, c'est normal, hein, président Snow, mais il est sympa, et puis il fait des choix altruistes, c'est bizarre. Et puis dans la troisième partie, bien sûr, il révèle toute sa splendeur et toute sa non-empathie, et c'est bien fait, c'est bien joué, parce que on a ce déclic qui fait que Snow devient le Snow qu'on connaît, et ça explique pas mal de choses, et je suis contente d'avoir lu ce préquel parce que ça approfondit l'histoire, ça approfondit l'univers, ça fait des petits clins d'œil à notre Katniss. C'était chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. La tribu qui est attribuée à Snow m'a parfois agacée. J'ai retrouvé un petit peu des airs de Katniss en elle. Ça m'a un petit peu agacée, mais en gros, la psychologie des personnages était plutôt agréable, et j'ai aimé les suivre, plus certains que d'autres, hein, forcément. Mais voilà, je l'ai dévoré, je l'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille si vous pensez que c'est pas forcément une suite qui vous plaira. Tentez quand même le coup, parce qu'on est quand même dans des Hunger Games, et c'est pas les Hunger Games qu'on connaît, hein. Les Hunger Games, les 10e, ça n'a pas le même panache qu'avant, mais il y a quand même quelque chose, hein. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.